Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce webinaire. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion donc de cet événement de lancement d'un ouvrage collectif Santé mentale au travail, organisation et transformation du travail, regard critique, pragmatique et interdisciplinaire ancré au travail. Donc un ouvrage qu'on porte avec fierté, Mélanie et moi. Donc, on va se présenter, je suis Jean-Paul Detel, professeur en santé sécurité du travail au département de relations industrielles de l'UCO. Mélanie Dufour-Poirier, professeure titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, donc prof de relations de travail et de syndicalisme. Donc, nous sommes les heureux co-directeurs de cet ouvrage qui, nous l'espérons, aura pour ambition de vous inspirer dans la transformation tant de la vision de la santé mentale au travail que du fonctionnement des organisations elles-mêmes dans la compréhension et la prévention des atteintes à la santé mentale, mais également physique, il ne faut pas l'oublier. Alors avant toute chose, permettez-nous de remercier chaleureusement les personnes et institutions qui ont rendu ce projet possible. Tout d'abord, les presses de l'Université du Québec. Ensuite, les responsables de la collection Organisation, ressources humaines et relations du travail de ce même éditeur, notamment Denis Harrison, François Bernard Malo, Catherine Baudry et Mélanie. L'Université du Québec en Outaouais pour son soutien financier, donc notamment dans la confection de l'ouvrage, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, notamment l'ensemble des auteurs et autrices qui y ont participé, notre réviseur linguistique Sarah Lafrenière qui nous a beaucoup aidé sur la confection des chapitres, et bien évidemment le CRIMT pour l'organisation de ce webinaire, et en particulier Dalia Jesuedi Felito et Hélène Gansban pour l'organisation. Donc merci à vous deux. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce webinaire nos précieux invités, conférencières et conférenciers. Alors, je vais débuter par François Bernard Malo, qui est professeur titulaire au département de relations industrielles de l'Université Laval, dont les recherches s'intéressent à l'attraction, à la rétention de la main-d'œuvre, ainsi qu'à la créativité et l'innovation dans les processus de résolution des problèmes complexes et la gestion du changement, donc un sujet particulièrement au cœur de notre débat aujourd'hui sur la prévention des atteintes à la santé mentale au travail. Ensuite, nous aurons Nectaria Nikolakakis, qui est conseillère scientifique spécialisée au sein de l'unité santé au travail, de la direction de la santé environnementale au travail et de la toxicologie de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, et qui va remplacer donc Caroline Delisle, qui était chef de secteur en santé au travail. Ensuite, je vous présente Marc-André Penneau, qui est actuellement directeur principal travail, santé et sécurité au Conseil du patronat du Québec, mais que l'on a connu alors qu'il occupait en fait les mêmes fonctions à la Fédération des chambres de commerce, des chambres du commerce du Québec. Ensuite, nous avons David Bergeron-Cyr, deuxième vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, donc la CSN, et responsable politique du service de la syndicalisation et du service de santé, sécurité et environnement. Et enfin, nous accueillons Jean-François Lapointe, conseiller politique au comité exécutif de la CSN et coordonnateur du même service de santé, sécurité et environnement. Alors, merci à vous d'être présents pour ce webinaire et de nous partager donc à la suite de notre première présentation de l'ouvrage vos propres expériences par rapport à votre participation à cet ouvrage. Alors, si cet ouvrage voit le jour aujourd'hui, c'est parce qu'il s'inscrit dans un contexte particulier au Québec, éclairé par un ensemble de sources de données statistiques qui montrent une amplification des atteintes à la santé mentale au travail et des coûts économiques et humains qu'ils engendrent pour les milieux de travail et les individus.
Alors, pour n'en citer qu'une seule, celle de la dernière enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021 de l'Institut de la statistique du Québec, qui montre qu'un tiers des travailleurs composent avec un niveau élevé d'exigence psychologique, notamment en raison de la charge de travail et en particulier concernant les travailleuses dans le secteur de la santé et de l'éducation, particulièrement exposées et concernées par ce qu'on va appeler donc les risques psychosociaux. De l'autre, les réponses apportées restent encore trop souvent fragmentées ou cloisonnées entre les services et les acteurs impliqués et centrées sur l'individu sans toujours s'attaquer aux causes profondes de ces atteintes à la santé. Et c'est principalement finalement ce décalage que l'ouvrage cherche à interroger. Alors, l'ambition centrale de cet ouvrage est de déplacer le regard plutôt que de considérer la santé mentale comme une question individuelle ou strictement médicale. Nous proposions de la relier directement au travail lui-même ou aux déterminants de l'activité quotidienne des travailleuses et des travailleurs, tenant notamment à son organisation, à ses transformations et aux rapports sociaux qui la structurent. Alors, dans cette perspective, la prévention ne peut pas être uniquement réactive. Euh, et ce qu'on a voulu faire ressortir, effectivement, dans cet ouvrage, c'est qu'elle doit être primaire, c'est-à-dire agir en amont des atteintes à la santé mentale, de manière collective et globale sur les causes ou les facteurs liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi, aux relations sociales, si nous reprenons la définition des risques psychosociaux telle qu'elle est retenue au Québec par l'INSPQ. Alors, ce positionnement rejoint d'ailleurs des fondements bien établis en santé et sécurité du travail. Alors, en tant que juriste, je ne peux pas ne pas citer la loi santé et sécurité du travail qui repose sur une idée forte. D'éliminer les dangers à la source, c'est l'objet même de la législation en prévention au Québec, et surtout s'appuyer sur une responsabilité collective des acteurs du travail avec un système de contrôle interne en reprenant la philosophie qui a précédé la loi dans le livre blanc de 78 et qu'on reprend souvent d'ailleurs Mélanie et moi dans nos propos et nos présentations, selon lequel seule une participation active et volontaire du milieu de travail lui-même peut permettre de faire face sérieusement aux problèmes de santé, sécurité du travail. Donc déjà en 78, les bâtisseurs de la législation québécoise étaient déjà visionnaires, en tout cas d'une certaine méthodologie d'intervention en matière de prévention des atteintes à la santé. Donc autrement dit, la prévention ne peut fonctionner que si elle est appropriée, débattue, co-construite par et avec les milieux eux-mêmes. Et c'est dans cette logique que nous insistons sur trois dimensions clés, trois concepts qu'on a finalement un peu bâtis au fil de nos travaux de recherche, de nos réflexions, des articles qu'on a pu publier effectivement sur la question. Notamment l'habitation des enjeux de santé mentale au travail, c'est-à-dire leur appropriation par les acteurs qui interviennent en prévention. La deuxième dimension, c'est leur collectivation dans un esprit d'imputabilité des acteurs de ces mêmes milieux, poussant à la coopération entre eux et créant par là même une véritable culture de prévention. Et enfin, dans un objectif de permettre une véritable co-construction, qui est notre troisième dimension des mécanismes de prévention. Alors, l'ouvrage porte aussi une ambition plus large, qui est de repolitiser la question de la santé mentale au travail. La question avait été débattue et largement débattue au moment de l'adoption de la loi de 79, de la loi santé sécurité du travail. Et finalement, avec ce nouvel objectif d'agir, de protéger l'intégrité psychique des travailleuses et des travailleurs et de faire une prévention, une analyse, une identification des risques psychosociaux et qui impose finalement d'impliquer un certain nombre d'acteurs, la question se pose véritablement de remettre la question en débat du travail lui-même au sein des organisations
Donc cela signifie dépasser les seuls débats techniques qui peuvent avoir encore lieu aujourd'hui au sein des instances en santé et sécurité du travail, en particulier celles en interne aux organisations, pour replacer ces enjeux qui sont infiniment humains, relationnels et sociaux dans les transformations du travail, les rapports sociaux et les choix organisationnels. Car oui, l'organisation et l'orientation des organisations du travail relève de véritables choix de gestion. Donc concrètement, le livre poursuit un double objectif qu'on a voulu effectivement dès le départ tracer avec Mélanie. Le premier, c'est de dresser un état des lieux des connaissances et des pratiques au Québec. On avait à cœur effectivement de remettre le Québec dans les discussions de ces enjeux qui dépassent finalement la province, qui animent un certain nombre de pays, et notamment en Europe et au niveau du droit européen, et de proposer des pistes d'action pour transformer les milieux de travail. Pour cela, nous avons adopté une triple posture qui reprend finalement le sous-titre de notre ouvrage. Une posture critique d'abord, en questionnant les approches qui individualisent ou psychologisent la souffrance au travail sans en traiter les causes premières. Deuxièmement, une posture pragmatique ensuite, donc en donnant à voir les pratiques réelles, les tensions vécues sur le terrain, les dispositifs qui existent, mais aussi les obstacles à une prévention que l'on veut initialement ambitieuse. Et enfin, une posture interdisciplinaire en croisant les regards de différentes disciplines du droit, des relations industrielles, de la sociologie, de la psychologie, de l'ergonomie, de la gestion et de la santé publique. Alors comme vous le découvrirez, l'ouvrage est structuré en quatre grandes parties. Une première partie qui propose un état des lieux des risques au travail, en abordant notamment des enjeux comme le retour au travail après un trouble de santé mentale, le présentéisme, les effets différenciés selon le genre, les dimensions d'équité, diversité, inclusion, les effets des reconfigurations du travail ou encore le travail de santé, qui amène à s'interroger à la façon dont les travailleurs et les travailleuses tricotent leur santé tout en remplissant leurs diverses obligations afférentes à leurs différentes sphères de vie, dont celles tenant au travail. Une deuxième partie qui s'intéresse au cadre juridique et aux politiques publiques, en portant un regard critique sur les obligations de prévention au Québec et ailleurs. Et on a une contribution d'une collègue belge qui justement met un éclairage comparatif avec la Belgique, qui a une législation un petit peu plus avancée, effectivement, qu'au Québec, mais avec des effets finalement qui sont assez similaires au sein des milieux de travail. Une troisième partie qui constitue le cœur de l'ouvrage, qui donne la parole aux acteurs du travail, les institutions, notamment le CCTM, le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre, la Direction de la santé publique, l'INSPQ, le groupement des associations sectorielles paritaires, les organisations patronales, donc le CPQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec, les organisations syndicales, la FTQ, la CSN, la CSQ, le SPGQ Et la FAE. et la FAE, que je vais citer à la suite par rapport aux études de cas, les professionnels et praticiens, les gestionnaires en ressources humaines, le personnel d'encadrement au milieu universitaire, et enfin la quatrième partie qui propose des études de cas qui montrent concrètement comment certaines organisations du travail, et on va reciter la CSQ, la FAE, certains établissements du réseau de la santé, au sein de la fonction publique, tentent finalement de mettre en œuvre des démarches de prévention. Au fond, la question qui traverse l'ensemble de l'ouvrage est de savoir comment passer d'une logique réactive à une logique véritablement préventive, proactive et transformatrice des milieux de travail. Alors nous aurons le plaisir d'y répondre à la fin du webinaire en résumé de l'intervention de nos prestigieux conférencières et conférenciers. Euh, alors, le webinaire d'aujourd'hui, finalement, donc, va s'inscrire pleinement dans la démarche que je viens de rappeler. Il ne s'agit pas seulement de présenter un ouvrage,
mais de donner la parole à celles et ceux qui l'ont écrit pour qu'ils et elles puissent partager les raisons de leur contribution, les points clés de leur analyse et les pistes d'action qu'ils envisagent pour l'avenir. Donc nous vous souhaitons un excellent webinaire, riche en échanges et surtout porteur de perspectives pour transformer concrètement nos milieux de travail. Je te passe la parole. Un grand merci. Un grand merci, Jean-Paul. J'en profite pour remercier et saluer toutes les personnes qui sont présentes. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs et autrices qui sont présents. Ceux que j'ai à l'écran, j'ai Simon Vivier, j'ai Serge Beaulieu, il y en a plusieurs, donc je suis très contente que vous soyez là. Donc, je vous propose le modus operandi, pardon, suivant, qu'on puisse débuter par une première ronde de contribution. Donc, on a proposé 3 questions à nos conférenciers, conférencières, et par la suite, on va amorcer la deuxième période de contribution avec la deuxième question, etc., avec la troisième. Puis par la suite, on pourra, je pense, proposer d'ouvrir les échanges avec la salle. Je vois qu'Hélène n'a pas de son, donc elle ne peut pas nous parler, mais simplement m'écrire dans le chat, Hélène, s'il y a quelque chose, puis je pourrai relayer sans souci. Donc, il y a toujours des enjeux technologiques de dernière minute, on va faire avec. Donc, un grand merci à vous. Donc, je lancerai tout de suite la mise au jeu. Donc, l'ordre, Jean-Paul, juste pour être bien précise, on va y aller de la façon suivante. Il va y avoir Monsieur Penneau, Madame Nicolas Kakis, où on commence avec tout de suite avec François Bernard. On peut commencer dans l'ordre de Donc, présentation. François Bernard avec Nectaria, Marc-André, David et par la suite Jean-François. Je me permets de vous appeler par vos prénoms. J'espère que ça vous convient. On a quand même travaillé 2 ans et demi sur cet ouvrage. Puis je vous avoue, on est très émus là. Vous pardonnerez mon stress, mais c'est un ouvrage je me permets de le dire, qu'on a porté avec cœur et conviction. On voulait marquer les esprits de la manière dont Jean-Paul a parlé, mais on clôturera à la fin pour vous donner un peu une idée aussi de la suite des choses parce qu'on voit cette contribution comme un premier jalon à ce qu'on espère une longue contribution avec l'ensemble des acteurs qui sont présents. Donc, sans plus tarder, je vous inviterai donc François Bernard à lancer le tout. La première question qu'on vous a posée, c'est qu'est-ce qui vous avait personnellement amené à accepter de contribuer à un ouvrage qui porte sur la santé mentale au travail, ses transformations du travail. Est-ce que c'est un enjeu, une expérience, un constat particulier, pardon, qui a motivé votre participation? Ici, le but pour nous, ce n'était pas nécessairement d'emmener les gens qui ont contribué, les auteurs, les autrices de l'ouvrage, à nous rebrasser les éléments constitutifs de leur contribution, mais de les emmener à se révéler un peu plus sur justement qu'est-ce qui les avait emmenés à accepter notre invitation de se lancer dans ce projet un peu fou au départ, qui devait faire 375 pages et qui en fait le double. On peut y aller à ce moment-là, si, Marc-André, on va commencer avec François, puis on y va avec toi par la suite. Tout à François, fait. merci Mhm. beaucoup. Parfait. Alors, merci beaucoup de me passer la parole. Alors, d'entrée de jeu, Mélanie, Jean-Paul, vous l'avez bien dit, c'est un projet un peu fou euh, d'origine parce que moi, en toute humilité, en toute sincérité, je ne suis pas un expert de la question de la santé mentale dans les organisations. Donc, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que moi je vais avoir à dire là-dedans? Mais par contre, je suis un expert de ce qu'on appelle la créativité appliquée au processus de résolution des problèmes complexes. Donc, c'est vraiment sous cet angle-là que moi, j'ai abordé, entre guillemets, la question. Puis, je me suis associé avec 2 collègues ergonomes au département des relations industrielles de l'Université Laval qui, effectivement, eux, maîtrisent la démarche ergonomique, puis ont une expérience aussi dans la question de la santé mentale. Donc, c'est l'équipe que l'on a créée dans notre cas pour contribuer à cet ouvrage-là dans une perspective simple au départ, hein, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que c'est que le changement que l'on veut mettre de l'avant
puis réaliser que dans le cadre de ce changement-là, ben, les recherches, ce qu'elles nous apprennent, c'est que avant qu'une organisation puisse innover en tant que telle, peu importe le problème qui est abordé, ben, elle doit pouvoir compter sur des individus créatifs. Donc, c'est vraiment le cœur de notre contribution. C'est quoi finalement cette créativité-là? Comment est-ce qu'on peut la mobiliser pour enfin permettre aux organisations d'innover? Dans le cadre, bien entendu, d'une démarche structurée que l'on appelle la démarche ergonomique, dont Mélanie et Jean-Paul ont déjà parlé tantôt, et qui repose essentiellement sur ce que l'on appelle euh, la mise en avant des voix de toutes les parties prenantes dans un grand processus de co-construction de solutions au bénéfice mutuel. Donc, l'idée, c'est de dire, si on change quelque chose, ben, c'est pour à la fois résoudre les problèmes de santé mentale du point de vue des employés concernés, mais c'est aussi, en quelque part, pour aider les organisations, finalement, à mieux atteindre leurs propres objectifs de rentabilité, productivité, etc. Donc, voilà pour moi, Isabelle et Jérôme, la réponse, je vous dirais, à la première question. Excellent. Merci beaucoup. Marc-André, à vous le tour. Oui, alors le son fonctionne, tant mieux. Ben, merci beaucoup. Excellent. On est tous soulagés. On y va comme ça. Ben, merci également beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Très honoré de participer. Tout d'abord, si j'ai accepté pour ma part de contribuer à l'ouvrage, en effet, c'est que je pense qu'on est rendu là, il y a définitivement un moment charnière là, quand on parle de santé mentale dans les milieux de travail. C'est plus une question marginale ou périphérique, là, c'est vraiment devenu une responsabilité que je qualifierais d'organisationnelle à part entière. Ce qui m'intéressait particulièrement dans l'implication, c'était de porter une voix patronale nuancée, une voix qui va reconnaître les défis encore qu'on a à bâtir ensemble, mais aussi, je dirais, qui va porter sur les efforts réels que les employeurs font pour s'adapter à cette transformation qu'on va qualifier quand même de majeure, là, qui est l'intégration de la santé psychologique. On reviendra tantôt dans nos lois du travail. Ce qui m'a amené aussi à contribuer à l'ouvrage, c'est d'abord un parcours que je dirais sans prétention, le mien, là. J'ai eu la chance d'évoluer quand même dans plusieurs milieux de travail au cours des dernières décennies. Ça ne me rajeunit pas de dire ça. Ça m'a permis de voir concrètement comment la question de la santé mentale a évolué dans les organisations au fil des dernières décennies, dernières années. Puis il y a des changements quand même assez profonds là-dessus. On est dans la bonne direction, je dirais. Il y a encore quelques années, vous le savez, là, je ne vous l'apprends pas, là, la santé mentale est encore un sujet qui était carrément évité, qui était parfois même tabou. On a encore des progrès à faire par rapport à ça, mais je pense qu'encore une fois, on est dans la bonne direction. Aujourd'hui, mais c'est de plus en plus reconnu, c'est de plus en plus discuté, on hésite moins à le nommer. Et surtout, ben, on l'a dit tantôt, c'est intégré maintenant depuis 2021 dans les obligations légales au niveau des employeurs. Ce qui m'a également particulièrement motivé à participer à l'ouvrage, là, c'est l'idée puis le privilège de contribuer à une réflexion que je qualifierais de collective. C'est un ouvrage, vous l'avez bien décrit d'entrée de jeu tout à l'heure, là, qui rassemble des perspectives qui sont variées. Il y a des perspectives patronales, il y a des perspectives syndicales, il y a des perspectives scientifiques, universitaires. Et quand on aborde ce sujet-là, je trouve ça essentiel. Parce que la santé mentale au travail, c'est pas un enjeu qui peut être porté par un seul acteur, mais par l'ensemble des acteurs qu'on vient de nommer ici. Donc, je reviens sur le fait que de mon côté, je voulais amener une perspective, puis un éclairage qui était, somme toute, assez concret, celui des employeurs sur le terrain partager ce que j'ai pu observer sur des efforts réels qui ont été déployés, les adaptations qui sont encore en cours, je dirais aussi les défis qui nous guettent encore très concrets pour encore plusieurs employeurs pour l'avenir. On parle beaucoup d'attentes envers les employeurs, c'est clair, puis elles sont tout à fait légitimes, mais on parle peut-être pas assez de la réalité dans laquelle on doit déployer tout ça, la mise en application. Puis je terminerai en disant que ce qui m'a motivé également à participer, c'est tout le phénomène de l'évolution des mentalités, de faire le lien aussi avec les entreprises, de plus en plus de parler de performance durable et de productivité avec le fait de s'investir dans la prévention en santé psychologique au travail. On voit aujourd'hui, je dirais, de plus en plus
une conscience d'un milieu de travail qu'il s'agit aussi qu'ils reconnaissent comme une condition que je qualifierais même d'essentielle à la performance durable, plus un levier sur la productivité pour se démarquer comme employeur. Fait que je trouvais ça important de témoigner de tout ça. Fait que voilà, essentiellement, c'est les raisons pourquoi j'ai accepté de partager, de participer à l'ouvrage. Un immense merci. Co-construction, une question organisationnelle. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressortent sur lesquels j'appuierai dans la conclusion du webinaire, assurément. Nectaria, c'est à votre tour. Oui, merci. Pour notre part, la participation à l'ouvrage était vraiment une suite logique du parcours de l'INSPQ en matière de prévention des risques psychosociaux qui se dessinait depuis plus de 25 ans. Et il y a quelques années, nous avions justement célébré le 25e anniversaire de l'INSPQ et on présentait une capsule de l'expertise développée sur ces risques psychosociaux du travail avec Marie-Pascale Sassine, une des co-autrices du chapitre, une collègue aussi, Nathalie Jauvin. Donc vraiment, cet ouvrage tombait vraiment bien pour qu'on puisse faire connaître un peu plus largement ce parcours qu'on menait depuis 25 ans et que on est très content que ce soit maintenant mis de l'avant, la santé mentale, les risques psychosociaux, et on continue donc à développer notre expertise et à essayer de fournir des connaissances et l'expertise scientifique pour les intervenants, pour les personnes qui accompagnent les milieux de travail. Et d'un point de vue un peu personnel aussi, j'ai quand même un intérêt pour la santé mentale qui remonte à mes études doctorales en neurosciences. Et mon intérêt pour les risques psychosociaux remonte aussi à ma formation postdoctorale il y a plus de 10 ans maintenant, lors de laquelle j'étudiais les risques psychosociaux, mais pour leurs effets sur la santé musculo-squelettique. Et on sait que ces risques ont des impacts sur la santé psychologique, mais aussi la santé cardiovasculaire et d'autres effets sur la santé physique qu'il ne faudrait pas oublier non plus. Un grand merci. Je pense que vous touchez déjà les trois premiers intervenants, les trois premiers auteurs, autrices ont touché à quelque chose qui nous a porté dès le départ, c'est le fait de ne pas pouvoir effectivement poser un regard monolithique sur ces questions-là. Donc, on disait souvent, puis on le dit dans nos conférences, que ça prend plusieurs paires de lunettes pour comprendre cette problématique-là des risques psychosociaux, qui est une problématique multifacette. Mais aussi, vous l'avez dit, Marc-André, toute la question du caractère dans plusieurs milieux de travail fondamentalement organisationnel et collectif de ces enjeux-là. Donc, on voulait vraiment souligner la capacité et l'intérêt des acteurs du travail du Québec dans leur entièreté. Donc, c'était très important pour nous que le message qui est porté dans ce livre soit à la fois porté par effectivement des chercheurs, des gens qui font de la recherche au niveau scientifique, mais des acteurs du travail. Donc, de toute catégorie, acteurs patronaux, syndicaux, institutionnels, etc., qu'on puisse ensemble co-construire une vision de qu'est-ce que pourrait être la prévention primaire au Québec. Donc, je le mentionnerai à la toute fin, mais il est vraiment de notre souhait de créer une cellule de réflexion collective sur ces enjeux-là, une cellule québécoise, parce qu'il y a une expertise qui est scientifique, mais aussi pratique, qui tend à ne pas être suffisamment connue. On le voit quand on discute avec des collègues européens, puis il était très important pour nous, justement, de mettre de l'avant, mettre en visibilité les savoirs, les intelligences, justement, qui se mobilisent sur le terrain pour porter, justement, cette vision qui gagne à être davantage développée, à savoir la prévention primaire. Pour ce qui est du chapitre de l'INSPQ, à savoir aussi qu'on a, grâce à vous, on a une belle vignette, une affiche qui va reconstituer l'existence de l'INSPQ, les travaux qui ont été réalisés sur les risques psychosociaux depuis 25 ans. Donc, pour un lecteur non introduit à tous vos travaux, Nectaria, ça va être très, synoptiquement parlant, ça va être intéressant d'avoir cet aperçu-là. Un grand merci. Alors, je cède la parole à David. Oui, bonjour tout le monde. Mais premièrement, bravo pour la réalisation de cet ouvrage. Puis deuxièmement, ben, merci beaucoup là, pour l'opportunité que vous nous devez, là, que vous nous donnez de pouvoir participer à ce panel. Par contre, Mélanie ou Monsieur Mélanie, je me permets de t'appeler par ton prénom parce qu'on se connaît un peu. Monsieur L'Hôtel, je vous connais moins. Je vous proposerais par contre, étant donné que nous sommes deux personnes de la CSN, au lieu qu'il y ait deux interventions de la CSN à chacune de vos questions. Ce que je vous proposerais, c'est que j'en ferai une seule
sur la première question et je laisserai la deuxième et la troisième question à mon Volontiers. camarade conseiller politique. En échange, par contre, sur la première question, je prendrai plus que 2 minutes, si vous me le permettez. J'en C'est prendrai parfait. peut-être, mettons, 4-5. Je vous le promets, là, je vois midi 33, là, à maximum et 38, je mettais. C'est Donc, parfait. je vois 34, on va dire 39. Bon, pourquoi on a décidé de s'investir et de participer à la rédaction de l'ouvrage que vous avez fait? Pour nous, à la CSN, comme syndicaliste, la question de la santé et sécurité du travail, c'est fondamental. C'est fondamental parce que quand on s'engage dans le mouvement syndical, ce qu'on veut, hein, c'est gagner le respect pour la classe ouvrière, puis les travailleuses, puis les travailleurs, puis améliorer leurs conditions de vie. Puis ça se fait pas seulement en négociant des augmentations de salaire. Ça se fait inévitablement en se préoccupant de la question de la santé et sécurité du travail, autant physique que psychologique. Puis je vous dirais aujourd'hui, tous les enjeux de santé psychologique, parce que par le passé, peut-être, on pensait que c'était plus porté dans les milieux plus professionnels ou de services. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans les milieux manufacturiers, ça prend une importance plus grande qu'auparavant. Maintenant, donc, fondamental pour le mouvement syndical. D'ailleurs, la plupart des gens qui décident de se syndiquer au Québec, puis je suis pas sûr que c'est comme ça partout ailleurs, c'est pas pour faire plus d'argent. La plupart du temps, c'est justement pour gagner le respect. Puis il y a toujours une nature importante dans la relation avec son employeur qui fait que les gens sont pas bien, filent pas. Donc, la santé et sécurité du travail, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on voit des gens qui veulent se syndiquer pour avoir du pouvoir. Hein. Je vais y revenir. Pourquoi c'est important d'avoir du pouvoir pour les travailleuses et les travailleurs. Maintenant, c'est impossible de régler la question de la santé-sécurité, la santé psychologique au travail, sans concevoir que dans la société aussi, on doit se préoccuper globalement, hein, de la santé et des services sociaux. On ne pourra pas régler l'enjeu de la santé psychologique au travail si on se concentre qu'uniquement sur le travail. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des facteurs, des déterminants sociaux de la santé qui vont impacter la santé psychologique des travailleuses et des travailleurs, puis ils vont apporter ça aussi avec eux au travail. Bon, là, ces temps-ci, c'est la mode avec la droite puis l'extrême droite, où est-ce que les syndicats, il faudrait justement qu'on se mêle de rien de ce qui se passe dans dehors de la shop. Bien, justement, on a là un exemple qu'on ne peut pas distinguer, hein, la santé psychologique quand je suis au travail, puis la santé psychologique quand je ne suis plus au travail. Puis, je vais revenir sur l'aspect santé-sécurité plus dans les milieux de travail, mais c'est important de le comprendre parce que si on veut changer ça globalement, il va falloir aussi se préoccuper de prévention en matière de santé psychologique dans la société. Puis pour se préoccuper de prévention dans la société de façon globale, bien, il va falloir arrêter de concevoir notre santé comme une marchandise, comme un bien de consommation. Hein. Ça, c'est très, très, très important. Il va falloir commencer par analyser ce qui rend le monde malade, puis ce qui pousse à la détresse psychologique, puis ce qui est même des fois dans la rue. Puis se préoccuper de ça, entre autres, c'est par exemple le salaire minimum, le logement social, tous ces enjeux-là, dont les déterminants sociaux de la santé, il faut absolument être capable de l'investir, de s'en préoccuper pour avoir une vision globale de la santé, puis améliorer la santé populationnelle, puis agir avant que le monde tombe malade ou arrive à l'ouvrage déjà à bout. Maintenant, la question des risques psychosociaux, si on veut être capable de mettre ça de l'avant, il va falloir que les travailleuses et les travailleurs aient le pouvoir de le faire. On peut se faire accroire n'importe quoi dans notre société, là, mais ça ne changera pas. Okay? Il y a des employeurs, il y a des travailleurs. On est capable d'avoir des ententes, on est capable de s'entendre sur un programme de prévention. Mais c'est inévitable. Au bout du compte, l'employeur, c'est combien ça coûte. Hein? Ça, c'est le plus important. Malheureusement, ça passe par là. Dans une société qui est basée sur le profit puis sur l'entrepreneuriat, c'est comme ça que ça marche. Combien ça coûte? Puis après ça, le travailleur, lui, c'est sa peau. Fait qu'à un moment donné, ça, là, souvent, c'est en opposition. Fait qu'il faut travailler, hein, par justement des comités, par des programmes pour trouver des solutions. Mais on ne sera jamais capable de les élaborer, ces programmes-là, de trouver ces solutions-là, si on ne donne pas le pouvoir aux travailleuses et aux travailleurs de pouvoir justement, tu sais, proposer puis mettre de l'avant des solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est les éléments les plus dramatiques qu'on vit en ce moment au Québec, où est-ce qu'on a refusé au secteur de la santé et des services sociaux et de l'éducation d'avoir des mécanismes de prévention à la hauteur de leur bilan lésionnel qui est tragique. Alors, je termine là-dessus quand même pour donner quelques exemples où est-ce que la santé et les services sociaux,
qui a coté comme étant le niveau de risque le plus élevé à cause d'un bilan lésionnel désastreux vont en voir moins que le régime intérimaire, hein, qui précédait le régime actuel. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que des femmes, parce que ce sont en grande majorité des femmes, ne pourront pas accompagner un inspecteur de la CNESST, hein, sur les lieux du travail après qu'il ait été appelé, après qu'il y ait eu un accident. Des femmes ne pourront pas déterminer de façon paritaire c'est quoi les équipements de protection individuelle qu'ils ont de besoin dans leur milieu de travail. Donc, c'est toute une question de pouvoir. C'est une question de pouvoir de se donner un syndicat pour être capable de changer son milieu de travail. Puis après ça, c'est encore une fois une question de pouvoir pour qu'on ne fasse pas juste parler, mais qu'il y ait des changements concrets dans nos milieux de travail, puis que ce qui est le plus important, là, ben, c'est la santé du monde, puis après ça, on verra l'argent qu'on est capable de faire. Mais ça, pour moi, c'est fondamental. J'ai 39, j'ai dépassé un peu. C'est parfait. Merci beaucoup, David. On parle souvent dans nos conférences de repolitiser les enjeux, justement, de santé et sécurité au travail. Et je pense que tu as abordé, justement, je me permets aussi de te tutoyer parce que tu dis qu'on se connaît un peu, on se connaît quand même plus qu'un peu. Ça fait un moment quand même qu'on se connaît, puis je partage ta lecture qu'il y a un choix politique de ne pas faire de ces enjeux-là des enjeux pleinement assumés comme étant des enjeux collectifs et organisationnels. Donc, il y a une volonté, en tout cas dans notre livre, justement, de mettre en visibilité leur résonance collective, leur résonance organisationnelle et de pouvoir avancer beaucoup plus, je dirais, de façon beaucoup plus musclée sur le chemin, le sentier de la prévention primaire. Je vais passer à la deuxième question. La deuxième question, elle se résume comme suit. Justement, si vous deviez résumer en une idée forte le message que vous avez voulu faire passer à travers votre contribution, quel serait-il? Autrement dit, qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent de votre contribution? Puis je commencerai avec François. Si le son est... Oui, le son fonctionne. Super. Oui, Merci le beaucoup. son fonctionne bien maintenant. C'est super. On Alors, t'écoute. une idée forte pour nous, c'est simple, c'est que le changement, donc l'innovation, passe d'abord et avant tout par la créativité des individus. Puis cette créativité-là des individus, trop souvent, ce que la recherche nous montre, c'est qu'elle est prise pour acquis, hein. Mais non, OK, au contraire, on ne peut pas la prendre pour acquis. Il faut reconnaître que c'est une compétence que l'on possède tous d'abord à plus ou moins, en plus ou moins grande quantité, mais que surtout on peut développer. Donc, si on veut effectivement amener des innovations en milieu organisationnel, notamment pour lutter contre les problèmes de santé mentale, ben, il faut prendre le temps au préalable de former l'ensemble de nos acteurs. Puis quand je dis ça, c'est pas juste les gestionnaires, hein, c'est aussi les travailleurs de première ligne, c'est les membres des comités de santé, sécurité, etc., à cette créativité-là, c'est-à-dire à cette capacité-là de générer des idées originales et utiles pour résoudre des problèmes complexes comme ceux de la santé mentale. Une fois qu'on a bien entendu formé notre monde, ben, c'est important, deuxième idée forte, ben, d'encadrer ça dans une démarche structurée pour ne pas s'y perdre. Parce que l'un des problèmes que l'on rencontre parfois dans certains milieux, c'est qu'on forme les gens à la créativité, mais là, ça tire dans toutes les directions, on perd du temps. Finalement, on finit par tourner en rond. Donc, c'est important d'avoir une démarche structurée, ergonomique, comme on l'explique bien dans notre chapitre, en étapes. Puis d'ailleurs, Mélanie et Jean-Paul le reprennent bien aussi en conclusion générale, de telle sorte que finalement, ben, on progresse à un bon rythme, puis on atteint des résultats mutuellement bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Puis, lorsque ça c'est fait, ben, ce que les recherches démontrent, c'est que ça fonctionne, former les gens à la créativité. Plein de recherches là, le mettent en évidence. Quand on investit dans le développement de ces compétences-là, ben, c'est payant. C'est payant d'abord pour les individus qui développent de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles postures, qui se voient réhabilités, requalifiés. Puis c'est surtout aussi payant, on ne se le cachera pas non plus, pour les organisations qui trouvent là une façon de résoudre des problèmes autrement complexes auxquels finalement il n'y avait pas nécessairement pensé parce que, bien entendu, ce sont les travailleurs de la base qui sont touchés par les difficultés, qui comprennent le mieux les tenants, les aboutissants de tout cela. Donc voilà, en ce qui nous concerne, là, l'idée forte Parfait. à la base là, de notre contribution.
Parfait. Merci beaucoup. Dans nos écrits, on partage tout à fait votre lecture à toi, Jérôme et Isabelle, en ce sens qu'on dit souvent que on se présente justement dans cette démarche de co-construction quand on accompagne des milieux de travail à développer une démarche de prévention primaire des atteintes à la santé mentale en lien avec le travail. Ce qu'on leur dit, on est des experts dans nos disciplines respectives, mais ce sont les travailleurs qui sont les experts du terrain. Donc, effectivement, là, on se planque sur le travail de santé qui a été développé par Simon Vivier avec Dominique Caubaret qui est en ligne. Bonjour Dominique. Et de Dominique Lhuillier. Ce qu'on dit, c'est vraiment les gens qui effectuent le travail qui sont les experts du terrain. Donc, il est grand temps de développer, de mettre en visibilité leur savoir expérientiel. Souvent, ils n'en sont pas conscients qu'ils détiennent autant de savoir. Donc, on vient combler aussi un besoin de reconnaissance en leur permettant de libérer leur parole et de leur dire justement comment vivez-vous votre activité du travail? Quels sont les freins en lien avec votre activité qui ne vous permettent pas de vous épanouir ou de justement de mettre à profit le milieu de travail de toutes les compétences que vous possédez sur le terrain. Donc, on partage cette lecture que en donnant une visibilité aux intelligences individuelles collectives qui se créent dans le travail, qui se créent dans les solidarités en action, mais on gagne en pertinence quand on vient créer de la prévention parce que c'est une prévention qui colle aux réalités du terrain. Et c'est une cohérence qui est habitée par les acteurs qui vivent le travail. Et elle va se co-construire et s'actualiser au fur et à mesure, comme tu le mentionnais, une démarche structurée, ça va impliquer qu'elle va s'actualiser parce que le travail se transforme, les gens se transforment, se forment, se requalifient, etc., etc. Donc, c'est vraiment, on parle d'un concept vivant. La prévention pour nous, et autant que l'habitation des normes qui sont créées par les travailleurs aussi. Ben, tout ça se transforme, ça se vit, c'est relationnel, etc. Donc, d'où l'importance, je pense, de miser sur l'ensemble des savoirs de tout le monde dans le milieu de travail. Mais force a été de constater dans nos recherches et on est souvent dans une perspective quand même assez descendante de la prévention, où on vient édicter des normes qui ne sont pas collées sur le travail réel. Et il est plus difficile à ce moment-là pour les gens qui effectuent le travail de vivre au quotidien, d'y adhérer pleinement. Donc, je voulais juste faire ce parallèle parce que je trouvais que ça s'inscrivait parfaitement avec justement la vision. Tu veux? Et ce qui est sous-jacent derrière, c'est la question de la formation, en fait, des acteurs hein, du milieu de travail à ces enjeux-là, à la compréhension de ces enjeux, à l'intérêt d'aller sur ces enjeux-là, et puis à la méthodologie d'aller sur ces enjeux-là. Et souvent, et d'ailleurs, j'ai eu la réflexion avec mes propres étudiants en cours qui me disaient, mais on est formé, nous, dans le cadre de votre cours, sur ces questions-là, ces déterminants de l'activité qui influencent les façons de faire l'activité, le travail au quotidien. Mais le reste est des acteurs de l'entreprise. Est-ce qu'ils sont formés, eux, en partant de la direction générale jusqu'aux travailleurs et aux travailleuses? Donc c'est vrai qu'il y a une question de formation, il y a une question d'éducation, éducation populaire sur ces enjeux-là, qui, à mon avis, et puis peut-être que j'anticipe un peu la troisième thématique, mais qui va être importante de développer à l'avenir. Et on y reviendra en finale, mais tout ça sous-tend aussi des enjeux de confiance, parce que l'exigence technique de former les gens sur un plan technique quant aux nouvelles obligations légales qui prévalent dans les milieux de travail, on a écrit récemment là-dessus, mais le grand oublié, je pense, c'est qu'en amont, il y a des conditions de confiance. On parlait de respect. Donc, les conditions relationnelles, sociales et humaines en amont des exigences techniques de respect des obligations de la prévention. Donc ça, je pense que ces enjeux-là sont le grand oublié. Puis s'il y a quelque chose, je pense qu'on doit retenir de cet ouvrage, c'est qu'on a cherché justement à donner la parole à l'ensemble des acteurs de la prévention pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe, les enjeux au Québec, et peut-être en prospective, justement, voir où est-ce qu'on veut aller collectivement au Québec sur ces enjeux-là. Euh, Marc-André, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Par rapport à la question, là, la ligne ou la grande ligne justement là, qu'on aimerait que les lecteurs retiennent, là, ça serait la suivante, là, c'est que les employeurs, de façon générale, la grande, grande majorité répondent présents, mais ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'aide. C'est pourquoi
je vous dirais, tu sais, on assiste quand même, c'est un changement culturel qui est important dans les organisations actuellement, ce qu'on est en train de vivre, tu sais, l'implantation dans nos lois du travail, de la prise en charge de la santé psychologique. On est rendu là. On n'est plus à l'étape de convaincre les employeurs, qu'est-ce que vous avez fait de mettre dans nos lois du travail, la santé psychologique, etc. C'est plus ça. Le défi, c'est plus de convaincre ça. Ce n'est pas de convaincre. Le défi, c'est l'intégration. C'est le comment, c'est l'application de tout ça, parce que c'est pas simple, là. L'intégration n'est pas simple. D'abord, je vous dirais parce que tu sais, les organisations doivent maintenant prendre en charge, bon, on l'a dit, les risques psychosociaux, puis c'est fondamentalement différent des risques physiques auxquels sur lesquels on travaille depuis 40, 45 ans, depuis 79, 85, là, avec l'introduction de nos deux lois cadres, là. Tu sais, de façon très pratique, un risque physique, c'est visible, c'est mesurable, c'est souvent immédiat. Tu sais, par exemple, quand on parle de travail en hauteur, d'espace clos, un risque chimique, un contaminant, etc. Alors qu'un risque psychosocial, c'est moins concret, c'est plus diffus. Quand on parle à nos employeurs de charge de travail, quand on parle et vous l'avez mentionné avec raison, là, et c'est super important, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est plus diffus, moins concret. On parle de relations interpersonnelles, on va parler de la façon de donner de la reconnaissance, le soutien des gestionnaires envers les employés, envers les collègues, le soutien des collègues envers les collègues, tout ça. Donc, c'est des notions avec lesquelles les employeurs sont moins familiers. Puis c'est des réalités qui sont plus complexes à définir, donc évidemment à mesurer et à prévenir. J'ajouterais aussi qu'il existe également de façon très pratique une certaine confusion au niveau des concepts, juste du langage utilisé sur le terrain. Tantôt, on va parler de prise en charge de la santé mentale. Tantôt, on va parler, si on se réfère à la loi, des risques psychiques. On peut parler aussi de santé psychologique. Des fois, on va parler de risques psychosociaux. Et oups, tantôt, on va parler de facteurs de risques psychosociaux. Ça peut créer pour beaucoup d'organisations, c'est des concepts qui sont pas toujours clairs, puis créer une espèce de flou qui peut mettre un frein sur le passage à l'action. Fait que ça aussi, c'est important de le mentionner. Je voudrais vous parler aussi de la réalité des PME. On l'a mentionné aussi au niveau de l'ouvrage, là. On a tendance souvent à oublier que 85% des entreprises au Québec sont de petites organisations qui ont moins de 20 employés. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'une entreprise de moins de 20 employés, une organisation, n'a pas de service de ressources humaines, n'a pas nécessairement de structure au niveau de la prévention. Il y a peu ou pas de ressources disponibles, hein. La personne qui va faire la paye, le recrutement est également celle qui va devoir mettre en place les structures puis la prise en charge au niveau de la santé-sécurité du travail. Donc, c'est quand on demande à des organisations d'intégrer les nouvelles obligations, puis encore une fois, c'est pas la résistance, là, c'est pas de qu'est-ce que ça fait là dans nos lois du travail, zéro. C'est vraiment dans l'application, la complexité des notions. Donc, encore une fois, les employeurs répondent présents. Ils ont besoin d'outils concrets, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de temps pour intégrer puis les aider à piloter ce virage important-là. Merci beaucoup. Je peux vous dire, Marc-André, que quand on a conçu notre projet de co-construction des mesures de prévention primaire des atteintes à la santé, euh, c'est un constat qu'on a vite, justement, observé sur le terrain. C'est des acteurs du travail, je vous dirais toutes catégories confondues, autant des organisations syndicales que des employeurs qui nous disaient, on a les obligations juridiques, par quel bout on prend ça? Et notamment du côté des acteurs patronaux. On a vraiment eu des cris du cœur de certaines personnes qui nous disaient, on sait qu'il y a des obligations légales. Maintenant, par contre, on commence par quoi, par où? Vous parliez d'outils concrets, de besoins d'accompagnement, on l'a senti très fort. Du côté des organisations syndicales, on a certainement des sentinelles, des pairs aidants dans les milieux de travail, que ce soit les délégués sociaux de la FTQ, les entraidants à la CSN, qui font un travail formidable d'accompagner les gens en difficulté, mais on se trouve plus dans la prévention tertiaire. Donc là aussi, comment créer des cellules de réflexion, de discussion qui portent sur le travail réel, qui libèrent la parole des travailleurs, qui leur donnent la possibilité de s'exprimer sur le sujet.
des cellules de réflexion qui vont convier les représentants des employeurs, les représentants syndicaux. C'est ce qu'on fait. On crée ce genre d'espace de discussion qui porte sur le travail pour emmener les milieux justement à s'interroger sur qu'est-ce qui fait en sorte que les gens tombent et d'agir bien en amont pour éviter que les gens ne tombent. Mais c'est un besoin qu'on a constaté sur le terrain qui est criant. Vraiment d'accompagner les acteurs, de leur donner des outils concrets. Puis peut-être un des aspects sur lequel tu pourrais te présenter peut-être effectivement tes propos, Marc-André, mais je me souviens du chapitre que tu avais écrit, et tu parlais aussi de la santé mentale des entrepreneurs eux-mêmes. Mm. Parce que tu parles des très petites entreprises, des petites entreprises, et effectivement, on a un tissu économique au Québec qui est quand même formé par ces petites entreprises. Et la question, effectivement, de la prise en charge elle-même de la santé mentale des entrepreneurs, de ces entreprises-là, se pose, et de leur accompagnement, de leur soutien sur différents aspects de maintien de leur activité, de maintien effectivement des effectifs, et de pouvoir faire tenir les bouts finalement de leur entreprise. C'est vrai que, voilà, si tu pourras nous en parler peut-être dans la troisième question, ça peut être intéressant de Je me garde un petit peu de l'évoquer. place pour en parler. C'est un bon point. Merci beaucoup. Nectaria, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, une idée forte ou un message on voulait qu'il soit retenu, c'est un peu ce que Jean-Paul, vous avez mentionné dans votre introduction. Et étant un Institut national de santé publique, ben, on va dire que l'idée de prévention primaire est à retenir. Donc, il est possible, voire préférable, d'agir en amont, comme tout le monde le dit ici aujourd'hui, en amont des problèmes de santé sur les causes, avant que la santé ne soit atteinte. Et en santé au travail, ben, les cibles de l'action sont l'organisation du travail, les conditions de travail et d'emploi. Et comme tu l'as nommé aussi, Jean-Paul, c'est ce que dit la loi, la LSST, c'est éliminer le danger à la source. Donc, c'est vraiment ce qu'on doit retenir. Euh, je ne sais pas à quel niveau sont rendus tous les milieux de travail au Québec. On n'a pas de données là-dessus pour voir comment ils s'y prennent, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de milieux où les approches individuelles sont utilisées. Dans le milieu de la recherche aussi, les approches individuelles sont encore beaucoup utilisées par rapport aux approches organisationnelles parce que tout simplement, c'est souvent plus facile de concevoir les stratégies individuelles, de les implanter, de les évaluer, autant pour les milieux que pour les chercheurs. Donc, l'idée d'agir en amont et de prévention primaire est un message clé selon moi à retenir. Et j'adhère aussi à l'autre message de participation des personnes qui font le travail à co-créer les solutions et les actions et les mesures préventives. Merci beaucoup. On a eu un cri du cœur à cet effet-là dans un milieu de travail où justement on accompagnait un milieu à co-construire des mesures de prévention primaire. Et ce travailleur-là nous a dit, après avoir participé à un espace de discussion qui portait sur le travail, il nous a dit de façon vraiment candide, ça fait 25 ans que je travaille ici, c'est la première fois qu'on me permet de m'exprimer sur mon travail. Donc, on parlait tout à l'heure, Marc-André, des besoins de reconnaissance. Donc, là, ça crée de la confiance, ça crée de la reconnaissance et on y gagne. Il y a une prévention beaucoup plus informelle aussi qui se crée au-delà de l'obligation légale, etc. Là, on vient recréer de la solidarité dans les milieux de travail. On a fait l'apologie du télétravail, mais moi, je dis souvent à mes collègues, il n'y a rien qui remplace une machine à café. La cohésion qu'on va développer à se parler, à travailler ensemble, ça aussi, c'est un facteur de protection. Le fait d'emmener les gens à parler, discuter du travail, de sortir du paradigme aussi de l'individualisation de ces atteintes-là, où on fait porter le fardeau de la mésadaptation, disons, sur l'individu, alors que dans plusieurs milieux de travail, on fait des enquêtes. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un poids significatif, numériquement parlant, de travailleurs qui vont mal. Et souvent, les gestionnaires vont mal. Donc, c'est le milieu qui va mal. Et on tend encore beaucoup au Québec, malheureusement, à individualiser le regard qu'on pose sur ces questions-là. Donc, il est clair que c'était une ligne forte, qui, indépendamment des disciplines qui nous caractérisent, indépendamment de l'organisation où on travaille, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment décloisonner le débat, de dire,
faisons de ces atteintes justement un enjeu de santé publique parce que ces gens qui dysfonctionnent dans les milieux de travail, on va les retrouver sur la route avec la rage au volant. On voit qu'il y a des problématiques de violence conjugale, etc. Il y a un effet de débordement. Les milieux de travail sont représentatifs aussi de la société à l'intérieur de laquelle on évolue. Donc, c'était dans cette perspective d'une une vision pragmatique de la prévention ancrée socialement, sociétalement qu'on voulait développer. Donc, c'était très important pour nous de toucher ces points-là. Merci beaucoup. Jean-François, c'est à ton Oui, tour. oui, là, c'est à mon tour. Ben, peut-être juste rectifier, parce que tantôt, Jean-Paul, quand il m'a présenté comme le coordonnateur du service santé-sécurité. Je coordonne C'était plus le service. jadis. C'était jadis dans une autre vie, OK. mais je m'occupe toujours du dossier de la santé-sécurité parce qu'ils ne pourront jamais me sortir de ce dossier-là. Mais ceci dit, puis surtout, il y a une excellente coordonnatrice, alors je ne voudrais pas lui faire ombrage. Euh, mais Merci beaucoup. si on parle du message fort que la CSN voudrait qu'on retienne de sa collaboration à l'ouvrage, c'est de placer l'humain au devant de la démarche au niveau de la santé mentale, parce qu'on aurait pu parler juste de santé et sécurité du travail, puis des mécanismes, mais on a décidé aussi d'aborder la question de notre réseau d'entraide, là, de nos entraidants qu'on a à l'interne, parce que pour nous, c'est important de ne pas juste l'axer sur le volet de travail, mais qui déborde aussi du travail, parce que la première chose qui arrive dans nos milieux de travail quand un camarade franchit la porte le matin, c'est qu'il y a un être humain qui rentre, puis on doit absolument bâtir notre solidarité avec ces personnes-là. Puis dans cet effort-là, ben, un réseau d'aide mutuelle, il n'y a rien de mieux pour sentir une franche camaraderie dans nos milieux de travail. Puis ben, être syndicaliste ou être membre d'un syndicat, c'est d'abord collectiviser des enjeux pour faire des luttes, mais aussi avoir des belles victoires, puis avoir un milieu de travail sain. Puis pour avoir un milieu de travail sain, ça prend des gens qui vont bien. Alors, des fois, de s'entraider, d'avoir de l'écoute entre nous, ça collabore à améliorer nos milieux de travail. Puis aussi, ça amène une plus grande adhésion, une plus grande mobilisation de nos membres. Fait que ça renforce notre syndicat, mais aussi nos milieux de travail par ricochet. Fait que c'était d'abord et avant tout ce message-là qu'on voulait porter dans l'ouvrage. Puis, en fait, tu sais, je vais sauter, même si David a dit on- que- qu'il parlerait seul de la première question, je vais quand même faire un- un petit ricochet sur la première question. Une des raisons pour laquelle on voulait collaborer aussi, parce que c'est un ouvrage collectif, c'est intéressant de voir que ça touche de façon transversale la question de la santé mentale. Puis surtout, on est à une époque qu'il faut le faire, un ouvrage comme celui-là. Tu sais, j'entendais quelqu'un dire que c'est nouveau, mais tu sais, pour nous, la santé psychique ou la santé mentale, c'est pas nouveau. Il y a eu des décisions de la Commission des lésions professionnelles à l'aube des années 2000 qui reconnaissait que la santé qui était prévue dans la loi de la santé-sécurité, ça incluait la santé mentale, donc la santé psychique. Et, euh, et c'était important, tu sais, de collaborer. euh, Maintenant que tout le monde est à la même page, que la santé psychique, la santé mentale fait partie de notre régime de santé-sécurité, fait que c'est important de le porter haut et fort, même s'il y a un grand acteur sociétal qui est un petit peu absent. Je parlerai du gouvernement du Québec, un peu comme mon camarade le fait, lorsqu'il retire des droits à des groupes de travailleurs. Ben là, c'est un peu particulier, mais ça, je reviendrai peut-être là-dessus dans la section des priorités puis des enjeux que l'on a au niveau de la santé mentale. Un grand merci. Euh, c'est ce qu'on souhaitait faire aussi pour rebondir sur ce que tu viens de mentionner, Jean-François, mettre l'humain au devant de la démarche. Ce que j'ai beaucoup entendu personnellement dans mes travaux que j'ai menés depuis de longues années avec des organisations syndicales, ce qu'on me disait souvent, c'est que les comités santé-sécurité SSC étaient plus des comités sécurité et qu'on tendait à mettre la santé parfois un peu de côté. Donc, je pense que tu rejoins ce point-là entièrement. Donc, oui, réintroduire de l'humanité dans les milieux de travail. Puis quand on réintroduit du dialogue, de la reconnaissance, reconnaître les intelligences qui se déploient au quotidien dans l'exercice du travail, on le dit souvent dans les milieux, les gens sont intelligents. Il faut leur faire confiance. Donc, ce sont eux souvent qui résolvent des problèmes au quotidien, bien au-delà et bien en dehors des politiques qui s'exercent sur eux.
à quelque part, entre guillemets. Donc, je pense que c'est très important de faire confiance aux gens, de réintroduire du dialogue, du respect. Et pour nous, c'est une ligne directrice de nos travaux parce que ce qu'on dit, c'est qu'il est temps que la santé au travail soit considérée comme un droit fondamental au travail et fasse partie du socle des droits fondamentaux au travail. Donc, on avait sollicité aussi la belle contribution de mon collègue Jeffrey Elgert qui en parle au niveau des lois internationales du travail. Mais c'est important pour nous d'avoir cet arrimage-là, de faire de la santé au travail et de la santé mentale, pardon, un droit reconnu comme étant fondamental au travail. Je t'en prie. Oui, et effectivement, peut-être se rappeler que le travail est un déterminant de la santé, chose extrêmement importante, et que la santé devrait être un indicateur justement de la bonne santé de l'organisation elle-même. Et c'est vrai que on parle beaucoup finalement de la participation indirecte des travailleurs et des travailleuses via un certain nombre d'institutions qui ont été mis en place. Mais cela étant, la participation directe, comment on la matérialise, et notamment sur des questions de santé au travail, comment est-ce qu'on permet aux gens de parler de leur travail et de débattre de leur travail, sur les bons coups comme sur les mauvais coups. Et on sait effectivement que les solutions, et on le voit avec Mélanie quand on intervient sur des projets d'intervention en milieu de travail, c'est que dès qu'on interroge les gens, il y a automatiquement une solution qui vient à un problème. Donc on voit que la source des solutions naît finalement dans la créativité, puis dans la façon dont les gens aménagent le travail ou adaptent finalement la prescription ou les normes sur lesquelles effectivement le travail est établi. Et c'est vrai que euh, ces temps de discussion directe sur le travail, que ce soit en réunion d'équipe, que ce soit dans des réunions CSST, dans des réunions qui plus informelles, des entrevues, des réunions avec le gestionnaire. C'est vrai que ce sont des questions qui sont pas forcément évoquées et se posent la question, voire qui sont supprimées parce que parfois on n'a pas le temps et on entend ça, on supprime ces temps de discussion, ces temps d'équipe, de discussion d'équipe. Et c'est vrai que ce sont des temps extrêmement importants justement pour avoir ce pouls justement du terrain, de savoir ce qui se passe et de pouvoir agir justement en prévention. Absolument. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la dernière question. Qu'est-ce qui devrait évoluer en priorité dans le monde du travail au Québec, selon vous, pour mieux prévenir en amont les atteintes à la santé mentale? Comment y parvenir concrètement? Quels obstacles ou défis anticipez-vous? Donc, on a déjà quelques éléments de réponse qui sont ressortis ici et là dans les différentes contributions. On commencerait par François, s'il vous plaît. Merci, Mélanie. De notre point de vue, tout ça passe par la formation. Puis vous allez le voir, la formation touche à plusieurs aspects, puis la formation aussi à plusieurs sujets. Parce que d'entrée de jeu, on ne le dit pas souvent, mais il faut quand même le savoir, c'est qu'au Québec, la moitié des gens qui travaillent en ressources humaines ne sont pas formés pour travailler en ressources humaines. OK? Donc, vous aurez compris que c'est d'autant plus difficile d'aider des partenaires à co-construire des solutions si finalement on n'a peut-être même pas la base nécessaire pour comprendre les enjeux. OK? Donc, il est clair qu'en quelque part, vous le savez peut-être, hein, il existe un ordre, l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés, mais qui n'a pas d'acte réservé. Il n'a qu'un titre réservé, de telle sorte que le problème peut encore continuer de perdurer. On peut encore continuer d'embaucher des gens pour s'occuper, entre autres, de santé et sécurité sans qu'ils soient qualifiés pour le faire. Donc, vous aurez compris que quand on parle de défis, d'enjeux, ben pour nous, il y a toute la question de la professionnalisation hein, de cette profession-là, donc, mais aussi celle d'ergonomes, parce qu'encore une fois, il y a des associations professionnelles d'ergonomes, mais encore une fois, l'adhésion n'est pas obligatoire, ils n'ont pas d'acte réservé, donc les gens font finalement ce qu'ils peuvent. Ce qui n'est pas mauvais, pour toutes sortes de raisons, mais c'est clair que ça représente un défi important quand on essaie de régler un défi aussi complexe que les problèmes de santé mentale. On parlait donc de formation dans le domaine, mais il y a formation aussi à des processus et à des outils qui sont souvent passés sous silence. Mélanie, Jean-Paul en ont parlé un peu tantôt, mais quand on parle de créativité puis d'innovation, ben, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des règles à respecter, à comprendre, à savoir.
En ce moment, par exemple, je suis en train de construire un coffre à outils justement de la collaboration interprofessionnelle. Puis l'objectif, c'est de le diffuser au plus grand nombre de gens possible. Pourquoi? Ben, pour les amener à co-construire avec d'autres sur la base de démarches structurées qui font du sens, ben, des compréhensions communes, puis après ça, des solutions communes. Donc, voilà, je vous dirais pour nous quels sont les principaux défis, puis quelles sont en quelque part aussi les pistes de solutions auxquelles on a pensé pour contribuer à la résolution des problèmes de santé mentale dans les organisations québécoises. Parfait, merci beaucoup. Marc-André. Oui, merci. Ben, nous, au niveau des angles à surveiller, je vous dirais là, puis je vais revenir tout à l'heure, Jean-Paul, je me suis pris une petite note là, pour qu'on fasse une petite parenthèse sur les entrepreneurs puis la santé psychologique, mais avant d'aller là, je terminerai avec ça. Puis merci de le rappeler, c'est intéressant. Le premier angle, c'est la façon dont on pense littéralement la prévention en santé mentale au travail pour le futur et les prochaines années. Parce que en ce moment, on est beaucoup dans une logique où on ajoute des obligations comme les lois, les règlements, les différents concepts. Là, je l'ai mentionné tantôt, il y en a peut-être un petit peu trop des concepts. On aurait à repenser un petit peu ça avec l'angle de comment le vendre au milieu de travail pour les employeurs. Mais il ne faut pas perdre de vue, euh, en tout cas, c'est comme sans trop se demander ou pas assez comment ça se traduit réellement tout ça dans les milieux de travail. Fait qu'il faut le penser. Je n'ai pas la solution aujourd'hui, là, mais ça, c'est un élément qui nous semble bien important. Donc, je vous dirais, le premier changement qui est opéré, c'est comment passer davantage d'une logique de conformité à une logique d'impact dans les milieux de travail. Donc, de le faire pour les bonnes raisons. C'est ça que nos employeurs commencent à comprendre de plus en plus. Et ben, je pense que c'est... Hop, un petit peu. Est-ce que ça va? Vous m'entendez toujours? J'ai comme eu Oui, Oui, quelque oui. chose. on vous Oui, oui, entend. OK, mon Dieu, c'est beau, j'ai eu peur, mais désolé. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, je conclurai ce point-là en disant d'inviter et de réfléchir toujours à inviter nos employeurs à le faire pour les bonnes raisons et non pas avec une logique de conformité réglementaire. Fait que ça, c'est important, c'est des messages qu'on porte. Je vais vous parler aussi du rôle des gestionnaires qui est à surveiller. On entend beaucoup parler, puis je vais faire là aussi le parallèle avec les entrepreneurs tantôt. Nos gestionnaires, on leur en demande énormément, là, vous le savez. On leur demande d'être performants, on leur demande de mobiliser leurs équipes, on leur demande de prévenir, de s'impliquer dans la prévention de leur milieu de travail, tant au niveau des risques physiques que psychologiques. On leur demande de soutenir leurs employés, etc. C'est beaucoup de pression qu'on leur met sur les épaules. Fait que si on veut que la prévention au niveau de la santé mentale fonctionne, parce que ce sont des vecteurs majeurs dans une organisation, nos gestionnaires, il faut continuer à penser à les outiller, les soutenir, puis également, ben, surtout clarifier ce qu'on attend concrètement d'eux en matière justement de prise en charge, de prévention en santé psychologique. Et je me permettrai de faire la petite parenthèse avec les entrepreneurs. Puis je ferai du pouce tantôt. Je pense que c'est M. Bergeron-Cyr qui l'a mentionné. C'est le concept de la globalité de la santé mentale que je partage à 100%, là. On ne peut pas compartimenter ça. Moi, j'en reviens toujours à Bell Cause pour la cause depuis 2009-2010, qui ont commencé avec les publicités, etc., à amener le discours de la santé mentale, le démocratiser un petit peu d'un point de vue sociétal. Ça a contribué, du moins je le pense sincèrement, à faire évoluer le discours sur la santé mentale, ce qui nous amène là au niveau de la santé mentale dans nos lois du travail, etc. Ça a amené aussi au niveau des entrepreneurs à déboulonner un peu le mythe du super-héros. Puis nous, on le voit beaucoup, là. C'est-à-dire que de plus en plus d'entrepreneurs, on parle moins du côté, le côté, excusez l'anglicisme, le glamour de l'entrepreneur, mais on parle davantage plus des enjeux reliés à la surcharge, de la santé, le besoin d'aide des entrepreneurs également qui commencent à lever la main. Fait que tout ça, c'est une suite logique, là, de discours au niveau sociétal, au niveau dans nos lois du travail, de commencer à en parler. Tout ça, c'est attaché. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi, puis qu'on encourage fortement également, là. Je vous parlerai aussi du fait que, bon, la prévention, ce qu'il faut surveiller des risques psychosociaux, ça demeurera toujours une espèce de science qui était parfaite. Je m'explique, là. Contrairement souvent aux risques physiques, qui vont se référer souvent à des règles, à des normes, à des équipements précis.
ben, on n'aura jamais le contrôle total avec la santé psychologique. Il n'y aura jamais de solution unique là, qui vont faire une norme précise, qui vont faire l'affaire pour un secteur au complet ou pour un milieu de travail. Puis ça, il faut le dire à nos employeurs également. Parce que sinon, on va créer des attentes qui sont irréalistes, on va créer de la frustration, puis ça peut amener souvent comme un constat d'échec là, dans les organisations. Fait que ça, il faut le mentionner également que c'est pas une science exacte, là. La prévention santé mentale, c'est super important, mais c'est un processus qui est évolutif, là, c'est pas une finalité en soi. Alors, ceci dit, là, concrètement, comment y arriver, là, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la simplification, le faire de façon intelligente, moins de jargon, je dirais, plus d'outils concrets, puis directement applicables pour les milieux de travail, particulièrement la réalité de nos petites et moyennes entreprises, les outiller pour le terrain directement, travailler de façon plus ciblée là-dessus. Là, c'est une réalité qu'on a au Québec, là, nos PME, c'est une réalité qui est importante, la prise en charge de la prévention de la santé psychologique. Il faut penser à eux, puis toujours le ramener à l'avant-plan. Voilà, c'est ce que je vous dirais par rapport à les angles à surveiller dans les prochaines années. Parfait, un grand merci. On a aussi observé, je pense que je peux le mentionner, Jean-Paul, dans notre démarche d'accompagnement de cette co-construction, une difficulté à avoir un langage commun. Alors, souvent, entre les acteurs, au moment de créer un espace de discussion, de réflexion sur le travail, un peu comme vous le mentionniez tout à l'heure, Marc-André, chacun avait, je vous parlais d'une paire de lunettes, mais chacun avait sa compréhension des enjeux, chacun avait son langage. Donc déjà, il fallait pratiquement, là où on est intervenu, doter le milieu d'un langage commun, parler la même langue avant de pouvoir justement engager un dialogue un peu plus fécond sur le travail. Donc, je me permets le petit parallèle pour un projet de recherche, par rapport à un projet de recherche pour lequel on vient tout juste d'obtenir un financement, mais toutes les pressions que vous avez mentionnées, auxquelles vous avez fait référence tout à l'heure, Marc-André, on l'observe aussi dans les organisations syndicales où les représentants ont énormément de charges sur les épaules. Donc, c'est tous les métiers confondus, en d'autres termes. Il y a beaucoup de pression partout sur tout le monde. C'est col bleu, col blanc, peu importe le milieu de travail. Les gens, ce qu'on observe, c'est que les gens font beaucoup avec souvent très peu de ressources, doivent déployer beaucoup, beaucoup d'innovation, de créativité pour pouvoir justement faire face aux aléas quotidiens dans leur milieu. Donc, je pense que tout le monde est touché. Donc, c'est une problématique qui est d'autant plus contemporaine à ce niveau-là. Donc, il y a Nectaria. La parole est à vous. Oui, aussi. Et je notais les défis qui étaient nommés par les différents panélistes que certains on soulève également. Mais si je devais nommer une priorité, qu'est-ce qui doit évoluer dans le monde du travail au Québec, je crois qu'on doit encore travailler pour qu'il y ait une prise de conscience au-delà des milieux de travail qui comptent pour une grande partie de la population, mais à vraiment une échelle sociétale à l'effet que certains aspects du travail, certains aspects intangibles du travail, comme M. Pernaut l'a nommé, au-delà des dangers physiques, chimiques, biologiques et d'autres dangers plus concrets. Donc, prendre une prise de conscience que certains éléments du travail peuvent rendre malade et que cela ne doit pas être accepté comme faisant partie normale du métier. Et là, ces aspects intangibles du travail auxquels je réfère sont les risques psychosociaux, néanmoins identifiables, mesurables, modifiables. Mais ça fait pas partie normale du travail. Donc, subir de la violence de la part d'élèves ne doit pas faire partie du travail normal d'une enseignante. Travailler continuellement sous pression, sans latitude, sans marge de manœuvre, ça non plus ne doit pas être accepté comme étant normal parce que justement, les études nous montrent que ça a des conséquences non seulement pour la santé mentale, psychologique, mais aussi pour la santé cardiovasculaire. Et il y avait récemment un article dans la presse quand le stress professionnel abîme le cœur et qui citait entre autres une étude récente menée au Québec par Lavigne, Robichaud et collègues qui ont estimé que, je pense que c'était à peu près 18% des événements coronariens chez une cohorte d'employés de bureau suivie sur, je pense, 2 décennies, étaient attribués à la combinaison d'exigences élevées, charge de travail élevée, surcharge, prenons un synonyme, combinaison de exigences élevées, l'attitude faible au travail. Donc, ça rend le cœur malade. Ça touche les hommes, ça touche les femmes. Donc, une prise de conscience
de la société que le travail peut rendre malade, mais c'est pas normal d'accepter certaines conditions comme ça nocives. Parmi les défis, là, je pense que mes copanélistes les ont nommés. Pour les milieux de travail, c'est d'agir sur l'organisation du travail. C'est complexe, c'est pas nécessairement facile de voir comment est-ce qu'on peut réduire une surcharge, comment réorganiser le travail. C'est complexe, donc on doit se le dire. Je suis d'accord que ça prend la créativité, la co-construction, voir ensemble quelles seraient les meilleures solutions pour ce milieu de travail en particulier. Euh, et d'autres défis qui ont été nommés aussi par M. Pernaut, donc le fait que les risques psychosociaux sont des dangers intangibles par rapport aux autres catégories de dangers, ça aussi, ça peut constituer un défi. Le langage aussi qu'on emploie, les terminologies parfois multiples et divergentes, ça n'aide pas non plus pour les milieux de travail et pour convaincre. Euh, une des solutions qu'on adopte, nous, en équipe, en tous les cas, c'est d'avoir un sort de glossaire et de définir qu'est-ce qu'on entend. Et peut-être que ça, je parle en mon nom, peut-être qu'au lieu de risques psychosociaux, on devrait parler, comme le font dans le monde anglophone, les organismes de normalisation de dangers psychosociaux, parce que c'est vraiment une catégorie de dangers intangibles, mais néanmoins réels. Euh, et les facteurs de risque, les facteurs de protection, ça aussi, c'est légitime. On est dans le monde de l'épidémiologie, donc, mais définir ce qu'on entend par danger, ce qu'on entend par risque, ce qu'on entend par facteur de risque, facteur de protection, et parler un langage commun, je pense que ça aussi, ça va aider à surmonter le défi de cette terminologie divergente. C'est pas surprenant pour des chercheurs parce que dans tous les domaines, on va souvent rencontrer des synonymes, utiliser un terme plutôt qu'un autre, mais c'est vrai que ça peut créer une confusion pour les milieux. Reconnaître aussi que, par exemple, il y a certains organismes qui vont prioriser certains risques ou dangers psychosociaux par rapport à d'autres, ce qui leur appartient. Mais donc, tout ça, oui, ça peut constituer des défis. Mais si on est clair et on parle un langage commun et on définit ce qu'on entend par danger ou par risque ou par facteur de risque, je pense qu'on peut allier toutes les parties prenantes d'un milieu de travail, puis arriver à une compréhension commune. Dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui fait mal, quels sont les besoins, quels sont les problèmes. Ça, c'est un langage assez simple. Et ensuite, pour les fins de conformité, ben, on peut employer les termes plus techniques, mais encore une fois, en ayant défini ce qu'on entend, je pense que ça peut aider. Merci beaucoup. Je vous donnerai en fait, je vous lèguerai une anecdote où j'étais dans un congrès syndical et un travailleur a pris la parole et il m'a dit, comment se fait-il que si je saigne du cerveau, je ne puisse pas être reconnue comme étant rendue malade par mon travail. Si par contre j'ai un bras dans le plâtre, ça va être reconnu comme étant une atteinte à ma santé. Donc, quand vous parlez tout à l'heure de prise de conscience sociale, sociétale, Nectaria, pour moi, il y a un peu de ça en ce sens que on a de la difficulté justement vraiment à cerner, comme vous le disiez, Marc-André, comment peut-on vraiment appréhender une atteinte à la santé mentale chez un travailleur dont le travail l'a rendu malade, d'une part, mais d'autre part, je pense qu'il y a effectivement une réflexion sociétalement à avoir. C'était un peu dans cette perspective aussi beaucoup même, qu'on a créé ce livre en disant provoquer une prise de conscience, un choc des consciences. On est à un carrefour d'évolution au Québec. Il y a le droit, et là, je vais peut-être chatouiller les oreilles des juristes, dont mon cher collègue, qui en est un, mais on se questionne beaucoup en interdisciplinarité sur l'effectivité du droit dans les milieux. Et Jean-François l'a mentionné, il y a eu une décision jurisprudentielle au début des années 2000 où qu'est-ce que le jugement rapportait? Il rapportait que le stress au travail pouvait justement causer une atteinte à la santé. Comment se fait-il par la suite, en termes d'impact concret, qu'on n'ait pas davantage misé, établi sur cette décision pour faire de ces enjeux, justement, des enjeux de reconnaissance d'un travail qui peut effectivement rendre malade, renforcer des mécanismes de prévention dans les milieux. Puis là, il y a un paquet d'enjeux qui ont été soulevés. Mais ça indique qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire et que le droit, c'est une chose, mais il faut rendre les milieux autoportants de leur propre prévention parce qu'il y a des enjeux, David le mentionnait, de respect, de dignité des travailleurs, de capacité, de respect de leur capacité à innover, auquel François
se référait plus tôt, parce que pour pouvoir innover, encore faut-il être bien. Si on n'est pas bien, on ne pourra pas déployer nos ailes dans un milieu de travail. Donc, tout ce que vous avez mentionné résonne énormément par rapport à ce qu'on a écrit, puis on a souhaité mettre de l'avant dans le livre. Jean-François, la parole est à toi. Ouais, je débuterais peut-être avec les obstacles. Comme je suis quelqu'un d'extrêmement positif, euh, ben, tu sais, j'en parlais dans l'intervention précédente, d'avoir un gouvernement qui représente sa société, ça pourrait être quelque chose à changer parce que c'est un obstacle. On l'a vu avec le projet de loi 101, tu sais, déclasser le secteur de l'éducation puis le secteur de la santé des services sociaux où les atteintes à la santé mentale sont importantes. C'est quand même assez particulier. Puis il faut quand même dire que les mécanismes de participation dans ces secteurs-là faisaient l'objet d'un consensus patronal et syndical. Fait que ça, c'est quand même très, très particulier que l'État employeur, tu sais, déclasse des groupes qui sont visés. Puis ça continue encore aujourd'hui. La semaine dernière, on voyait que le secteur de la construction, on retire un petit peu des mécanismes de participation pour les chantiers de construction en enlevant là, des planchers là, pour donner les représentants santé-sécurité. Fait que c'est quand même, c'est quand même un des obstacles d'avoir le gouvernement qui n'aide pas la société à évoluer. Fait que ça, c'est l'ombre peut-être au tableau. Euh, je me plais quand même à dire qu'on peut toujours continuer notre participation dans le dialogue social. D'ailleurs, j'aurais tendance à ne pas dire ça avec la présence du président du CCTM, compte tenu que j'y siégerai demain. Mais blague à part, tu sais, il y a beaucoup de travail qui se fait de ce côté-là. Puis je vais continuer le clin d'œil en emboîtant le pas que Marc-André a débuté. Tu sais, la démocratisation de la santé mentale, là, c'est une priorité qu'il faut continuer de prioriser. Euh, Parce qu'il y a quelques années, c'était encore très tabou dans les milieux de travail de parler de santé mentale, particulièrement dans le milieu industriel. Donc, de démocratiser, ça nous aide à placer la santé mentale comme une priorité des milieux de travail. Puis quand on a à bâtir un programme de prévention, puis qu'on a identifié des risques, si la santé mentale n'a pas été démocratisée, bien évidemment, les gens qui vont siéger dans un comité paritaire vont avoir de la difficulté à identifier ça comme risque, puis des actions à prendre dans les milieux de travail. Fait que je dirais que la plus grande priorité, c'est de continuer à démocratiser puis former nos milieux parce que ça va être l'outil qui va nous aider. Comme on a fait avec la santé physique là, dans les années 80, là, après l'adoption de la LSST, être capable de prendre en charge la santé-sécurité puis obtenir de meilleurs bilans avec les secteurs prioritaires. Fait que si on veut que ça se matérialise avec les nouveaux mécanismes de participation puis de prévention, ça va être la démocratisation qui devrait nous mener à bon port. Parfait, merci beaucoup. Je vois le temps filer, donc moi, je donnerais cette petite ligne avant de peut-être, alors on pourrait, je ne sais pas, Dalia, Hélène, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes peut-être pour échanger avec les gens où on est vraiment limite, limite? Vous me direz, c'est toujours l'enjeu. Écoutez, on aurait tellement à dire. Moi, je voudrais juste, à tout le moins, vous donner cette petite ligne de conclusion pour nous. Euh, c'est vraiment la prévention telle qu'on l'a conçue dans cet ouvrage. Pour nous, c'était clair qu'elle ne peut émerger que si elle devient un enjeu partagé, ancré dans une approche collective, participative, concertée entre tous les acteurs du milieu du travail. Puis, ce que ça implique, c'est de prendre un pas de côté, pardon, comme le dit souvent Jean-Paul, prendre un pas de côté par rapport au travail, avoir une distance suffisamment critique pour justement mettre le travail en débat, puis notamment les modes d'organisation du travail. Ça implique, on l'a dit d'entrée de jeu, puis on le redit, de repolitiser les enjeux de santé et sécurité au travail qu'on a sortis en 79 du champ des enjeux négociables, mais je pense qu'on est rendu à un carrefour d'évolution au Québec où il est très important, je pense qu'il serait fondamental de mettre ces enjeux-là vraiment dans le champ des enjeux à négocier, à faire de la mobilisation sur ces enjeux-là aussi. Faire de ces enjeux de santé mentale au travail, ça a été mentionné par plusieurs d'entre vous, des enjeux de santé publique, des enjeux de débat portés à un niveau politique, qu'ils soient reconnus comme tels. Et sachez qu'on est aussi critique de cette loi qui
aussi la modification de la loi en 2021 qui nous a justement enjoint à cogiter, concevoir ce livre, lui donner, l'ancrer dans le réel, lui donner cette matérialité. Et on était optimiste quant aux possibilités que ça allait pouvoir justement ouvrir dans les milieux de travail, de remettre le travail au cœur des débats, des échanges, de faire en sorte qu'on puisse, comme le livre blanc le disait en amont de la promulgation de la SST, de redonner la parole aux travailleurs, de leur permettre de s'interroger sur leur travail. René Lévesque le mentionnait à l'époque d'ailleurs, et de voir qu'on a dépouillé, dépossédé certains milieux de travail justement de leur capacité à faire cette réforme, à la mettre en opérationnalité. On est aussi critique que vous à cet égard-là. J'aimerais, si c'est possible, peut-être, je ne sais pas si des gens auraient des questions, peut-être prendre 5 minutes, je sais qu'on dépasse, mais on serait ravis de vous entendre. Il va y avoir le lancement tout à l'heure. Euh, il va y avoir le lancement à la librairie Le Port de Tête à 17h30, donc sur l'avenue Mont-Royal. On sera ravis de vous voir si vous êtes présent, présente. On a beaucoup d'auteurs qui sont présents dans le webinaire, donc j'aimerais les saluer. Je ne sais pas si j'aimerais les mentionner parce que c'est une brochette que vous nous avez fait rêver, puis j'aimerais rendre hommage puis remercier tout le monde, au-delà des gens évidemment qui sont présents, mais on a Valérie Albert, Guylaine Auger que j'ai vu dans le webinaire, Juan Balboa, Geneviève Barry-Gingras que j'ai vu donc dans le webinaire, Marie-Ève Beauchamp-Legault, Virgile Baudouin, Catherine Baudry, Simon Baudry, Serge Beaulieu que j'ai vu, Maude Benoît Charbonneau, Christian Bergeron, David Bergeron-Cyr, Marie-Pierre Bernard Pelletier, Caroline Biron, Nadine Bolduc, Thérèse Chabot, Nicolas Chéniaud-Delage, Carole Chénard, Maude Cormier-Gladu, Rachel Cox, Sandra Damien, Vanessa de Greff, Caroline Delille que j'ai vue, Stéphanie Demers, Andréane Deschênes, Sébastien Duverger, Isabelle Feillou, qui a écrit avec François, Yannick Feiter-Murphy, Isabelle Fortier, Anotte Frenette-Tremblay, que j'ai vu aussi dans le webinaire, Charles Gagné, Marc Gagnon, Marie-Josée Garand, Daniel Gauthier, Émilie Giguère, Alain Godmer, Louise Grenier, Fatia Aouara, Denis Harrison, Valérie Hervieux, Jeffrey Elgert, Valérie Johnson, Marc-Édouard Joubert, Salima Kamoun, Lydia Coblan, Iman Zineb, Larizi, pardon, Jean-Philippe Lamonde, François Lamoureux que j'ai vu, également Jean-François Lapointe, Isabelle Lebrun, Catherine Le Capitaine que j'ai vu, Vincent Leclerc, Florence Lecourcire, Marie-Josée Lemieux, Maude Lessard, Dominique L'Huillier, Sylvie Mallette que j'ai vu, François Bernard Malo, Lucie Marcotte, Martine Nadon, Nectaria Nicolas Kakis, Cathy Otis, Louise Otis, Marc-André Pedneau, Marie-Ève Pelletier, Marie-Claude Perrault, Magali Picard, Jean-François Piché, Sophie Potvin, Jérôme Prairie, Daniel Prudhomme, Geneviève Ruel, Sandra Salvoni, Mohamedi Saniaya, Marie-Pascale Sassine, que j'ai vu également, Pascal Tanguay, Édith Tessé-Grenier, François Tivierge, que j'ai vu, et Simon Vivier. Un immense merci à tout ce beau monde-là. Je souhaitais vous mentionner tous parce que c'est long, je m'excuse, mais il y a beaucoup de monde. Je suis contente de vous voir à l'écran. J'espère de vous voir. C'est un honneur que d'avoir co-dirigé cet ouvrage avec mon collègue. C'est beaucoup de reconnaissance aussi, je pense, à une belle parole collective qui porte les valeurs qui ont été mentionnées euh, par tous nos auteurs, autrices, conférenciers, conférencières. J'aurais aimé qu'on puisse avoir beaucoup plus de temps. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaiteraient peut-être dire un petit mot parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Déjà, on a eu 90 minutes, mais on est honoré de votre contribution. Un grand merci au CRIMT aussi, Dalia, de nous avoir fait cet espace. C'est très apprécié. Je ne sais pas si en tant que directrice du CRIMT, tu veux dire un petit mot. On, euh, on Je veux serait vous ravis remercier, vous, pour votre travail, puis merci aux contributeurs, contributrices et aux tous les participants, participantes. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de propulser cet ouvrage qui est important là, dans notre écosystème
des gens intéressés qui travaillent sur la question du travail et de l'emploi. Donc, merci à Mélanie, merci à Jean-Paul et merci à tous les auteurs et autrices. C'est tout ce que je vais dire. Merci, c'est gentil. Sachez qu'on notre but, c'est, je pense que je peux conclure là-dessus, comme il est 13h30, on veut vraiment propulser une cellule de réflexion au Québec sur ces questions-là. Donc, il y aura sans doute un événement qui sera organisé d'ici quelques mois. On va vous tenir au courant. Il va y avoir le lancement aussi du livre à l'UQO le 28 avril. Donc, sous forme de 5 à 7. Donc, on en fait un aujourd'hui à Montréal. On décentralise pour ne pas se faire taxer de montréalo-centré. Blague à part. Et on aura avec Simon Vivier à l'ACFAS aussi un lancement, donc avec le CRIEVAT. Donc, on sera ravis de vous voir si vous êtes à Québec ou à Gatineau tout prochainement. L'ACFAS, c'est du 13, je pense que ça va être le 13 mai le lancement avec le CRIEVAT au sein de l'ACFAS. Mais je vois le temps filer, j'aurais aimé, j'ai annoncé une période de questions ou de commentaires, puis je m'en excuse, là, je vois que le temps, c'est important pour nous de donner la parole aux auteurs, de faire des ponts avec le livre. Il nous fera plaisir de parler, discuter avec vous ce soir ou n'hésitez pas à nous interpeller par courriel ou autre, c'est avec grand, grand plaisir. Le livre va être présenté à différentes enseignes, donc dans des syndicats notamment, on est interpellé en ce moment. Il y a eu les États généraux du syndicalisme, j'ai parlé avec plusieurs personnes, mais si vous vous êtes intéressé à ce qu'on puisse aller parler dans vos organisations du livre, on va le faire avec grand plaisir. Donc, voilà, un grand merci à vous tous et toutes. Merci Merci à tout le monde. aux conférenciers. Merci beaucoup. Merci à Au revoir. tous. Au revoir. Au revoir.